8h16, place à l'interview politique d'Europe 1. Et ce matin, Antoine Janton, vous recevez la porte-parole du groupe La République En Marche et députée des Yvelines, Aurore Berger. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Il n'y aura pas de statut de première dame, mais une charte de la transparence sur son rôle. Pourquoi Emmanuel Macron renonce-t-il à l'une de ses promesses de campagne ? Il ne renonce pas à une promesse de campagne. L'enjeu, c'était tout simplement d'avoir enfin une transparence sur l'argent public qui est utilisé. C'est la même chose que ce qu'on a fait d'ailleurs dans le cadre de la loi Confiance, où enfin on met de la transparence sur la manière avec laquelle les élus utilisent l'argent public. On a une transparence aujourd'hui qui existe sur le budget de la présidence de la République, mais une opacité sur les moyens qui sont alloués à la Première Dame. Là, l'idée, c'est qu'on cesse avec cette hypocrisie. De fait, la Première Dame joue un rôle dans notre pays. Il y a de l'argent public qui est alloué à ce rôle, ne serait-ce que parce qu'elle a quelques collaborateurs. Et je pense que c'est utile qu'il y ait une transparence qui puisse exister. Alors, quelle sera la différence entre avant et donc les mois qui viennent, entre le statut qu'on a pu connaître avec Carla Bruni, par exemple, ou Bernadette Chirac, et celui que va connaître Brigitte Macron? Justement, avant, vous n'aviez rien qui encadrait en fait à la fois tant le rôle de la Première Dame, c'était un rôle de fait, mais surtout, encore une fois, les moyens et l'argent public qui étaient mobilisés pour qu'elle puisse exercer ce rôle. Donc, vous pouviez avoir... Là, ça va être la même chose, ce sera toujours sur le budget de l'Élysée, il n'y aura pas de budget spécifique. Mais vous avez une transparence qui n'existait pas, c'est-à-dire on a découvert parfois a posteriori que des moyens avaient été utilisés, ici pour un site internet, là pour des collaborateurs. Là, ça ne sera pas le cas. Vous aurez une transparence complète sur la manière avec laquelle l'argent public des Français est utilisé. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. J'entendais des gens qui contestaient le fait qu'on puisse mettre en place soit un statut, soit une charte. À un moment, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Si on veut justement qu'il y ait cette transparence qui puisse exister sur les moyens, encore faut-il pouvoir l'encadrer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la transparence sur ce point du rôle de la Première Dame? Est-ce que cela veut dire qu'on connaîtra l'argent, le budget alloué au service de la Première Dame? Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'on puisse savoir, que les Français puissent savoir combien coûte en fait ce rôle. Et ça me paraît essentiel. Si on veut retrouver un minimum de conscience, il ne faut pas qu'on puisse avoir l'impression qu'il y a une forme d'opacité ou qu'en fonction de telle ou telle fonction ou rôle qu'on occupe, on se sert en fait dans l'argent public des Français. Donc il faut que cette transparence puisse exister et ce sera enfin le cas et pour la première fois. Alors il y aura de la transparence, dites-vous, et pas un statut. Pourtant Emmanuel Macron avait parlé d'un statut pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'il suffit d'une pétition? Il y en avait un peu plus de 260 000 signatures ce matin pour faire changer d'avis le président? Non, il ne suffit pas d'une pétition pour faire changer d'avis le président. Je pense que vous avez vu qu'un certain nombre de contestations a pu exister dans l'été. Ça ne nous a pas fait changer de cap, d'agenda ou de manière d'avancer sur les réformes. Encore une fois, ce que le candidat Emmanuel Macron avait annoncé, c'est qu'enfin, on encadrerait le mode de fonctionnement de ce rôle qui est un peu particulier, qui est celui de la Première Dame dans notre République, et l'argent public qui serait mobilisé pour ça, et la transparence du coup autour de cet argent public. C'est exactement là-dessus qu'on va répondre. Et il l'annonce juste après la publication d'une pétition. C'est un hasard ou il y a un lien de cause à effet? Mais encore une fois, les modalités de la manière avec laquelle la transparence doit être organisée est en cours de réflexion. Après, moi, ce qui m'étonne encore une fois, c'est cette forme un peu de schizophrénie où d'un côté on réclame de la transparence et de l'autre on s'insurge sur le fait que la Première Dame puisse exister. De fait, oui, elle existe. Non, elle ne sera pas rémunérée évidemment pour ce rôle. Il n'en a même jamais été question, contrairement à ce qu'on a pu lire, notamment sur les réseaux sociaux. Par contre, il faut que cela puisse être encadré, puisse être transparent et qu'on sache l'argent public qui est mobilisé pour qu'elle puisse effectuer le rôle qui est le sien. Jupiter prend la foudre cet été, la cote de popularité du président a fortement baissé. À qui la faute, Aurore Berger? Est-ce que c'est la faute de sa majorité qui s'est montrée un peu brouillonne ces dernières semaines, à l'Assemblée nationale notamment? Je ne pense pas qu'on se soit montré brouillon. Je pense qu'il y a eu, vous savez, pendant la campagne législative, il y a eu beaucoup de condescendance à l'égard de nos candidatures. On était jugés comme presque illégitimes à pouvoir être candidats parce qu'on n'était pas des parlementaires sortants, comme s'il n'y avait que les sortants qui pouvaient se représenter. Donc on a renouvelé profondément l'Assemblée nationale et je peux vous dire que déjà moi-même je fais partie de ce renouvellement et de voir par exemple autant de femmes, autant de gens qui viennent de la société civile, ça change et ça change le climat aussi au sein de l'Assemblée nationale, ce qui est à mon avis heureux. Et je vois surtout qu'on a réussi à faire adopter les textes qui étaient prévus, la prorogation de l'état d'urgence, les lois d'habilitation sur les ordonnances concernant la modernisation de la loi travail et évidemment la question de la confiance dans la vie politique. Donc tout ça, ça aboutit. Donc malgré toutes les contestations, tous les procès en soi-disant illégitimité ou incompétence, mais finalement, nous, on avance et ça fonctionne. À quoi attribuez-vous la baisse de popularité du président de la République, alors ?
C'est pas à moi de dire pourquoi il y a popularité ou impopularité. Les Français apparemment sont mécontents de l'action menée par le chef de l'État. Mais ça dépend. Quand vous regardez par exemple le moral des très petites et petites entreprises, il n'a jamais été aussi élevé aussi dans notre pays, ce qui est aussi un bon signal sur l'investissement qui peut revenir, sur la capacité à recruter aussi demain, puisque ce sont ces entreprises-là qui sont les premières pourvoyeuses d'emplois dans notre pays. Donc ça dépend et les sondages varient. C'est juste que si on s'était fié aux sondages, Emmanuel Macron n'aurait même pas présenté sa candidature à l'élection présidentielle, puisqu'on ne le créditait même pas de 10 points dans les sondages au moment où il a lancé sa campagne. Donc il faut peut-être le prendre en effet comme une photographie à un instant donné, se remettre en question, essayer de faire plus de pédagogie, expliquer plus ce qu'on est en train de faire. Lui ne parle pas assez. Je pense qu'on a eu 2 quinquennats qui étaient très différents préalablement, mais on avait souvent, on a eu un président de la République qui était dans une parole, à mon avis, excessive, et on avait l'impression parfois qu'il volait de faits divers en faits divers pour s'exprimer. Et puis on avait un autre président qui me semble qui était plutôt dans le commentaire de l'action qu'il est en train de mener. Je pense qu'on a un président qui est dans aucun de ces 2 cas. Il ne vole pas de faits divers en faits divers pour s'exprimer. Il a un agenda, un cap, et il le déploie. Et il n'est pas dans le commentaire de son action. Il communique sur les choses qui lui paraissent être pertinentes. Après, c'est en effet le rôle de la majorité, à mon avis, peut-être de communiquer plus et d'expliquer mieux ce qu'on est en train de faire, et notamment les réformes qui sont menées. Autre question d'actualité, Aurore Berger, un bateau anti-migrant affrété par des militants européens d'extrême droite navigue au large de la Tunisie. Que doit faire la France dans ce dossier? Est-ce qu'elle doit participer à l'éloignement de ce bateau? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la manière avec laquelle les choses sont organisées est extrêmement condamnable et regrettable. Je pense que vous avez vu aussi ce qu'a pu dire le ministre de l'Intérieur sur la manière avec laquelle la politique migratoire doit être organisée, en distinguant ce qui relève de la migration économique et ce qui relève du droit d'asile. Et non comme ça correspond à vos valeurs, ça? Choisir les migrants? C'est pas choisir les migrants, c'est juste assumer le fait qu'on a une situation aujourd'hui qui n'est pas viable, qui n'est pas viable pour l'Italie, qui se retrouve à un moment sur certaines de ses côtes totalement dans l'incapacité en fait de gérer les flux migratoires, et ça tout le monde peut malheureusement le constater. C'est faire en sorte qu'il y ait enfin des centres de migrants qui soient créés et qui soient créés dans de bonnes conditions. C'est ce qui est fait avec 2 centres de migrants qui accueilleront 3500 personnes, où on pourra à la fois réaliser les démarches administratives nécessaires et réaliser l'hébergement. Et puis, c'est réduire aussi les délais d'instruction sur le droit d'asile. Aujourd'hui, quand vous pouvez relever du droit d'asile, vous attendez en moyenne 14 mois pour savoir où en est votre situation, si oui ou non vous pourrez rester sur le territoire. Il faut qu'on réduise ce délai. L'ambition, c'est de le réduire à 6 mois, de manière à ce que ceux qui relèvent du droit d'asile, ceux qui sont persécutés, ceux qu'on doit accueillir, parce que c'est notre responsabilité de les accueillir, le soient dans de bonnes conditions. Il y a encore une séance demain à l'Assemblée nationale, un ajout par rapport au calendrier initial. Est-ce que vous serez à l'Assemblée demain pour voter cette loi organique sur la moralisation de la vie publique? Oui, je serai à l'Assemblée. Nous serons nombreux à combien être à l'Assemblée. Dans le groupe La République En Marche, il faut la majorité absolue pour que ce texte soit adopté. Je peux juste vous dire que je ne suis pas inquiète sur le fait que à la fois le texte sera adopté, et donc ça veut dire qu'on sera en effet une majorité de présents physiquement dans l'Assemblée nationale, puisque c'est ce qui est requis dans le cadre de la loi organique. Ensuite, ce seront les vacances, bien méritées après une année électorale très chargée. Est-ce qu'on vous a demandé de réviser certaines choses pour la rentrée? Non, vous savez, il n'y a pas eu d'instruction pour nos vacances, mais je pense que c'est assez légitime qu'il n'y en ait pas. Donc il y aura une pause en effet de 15 jours. Vous allez travailler pendant vos vacances? Moi, je vais travailler sur certains sujets qui vont arriver à la rentrée, mais après, chacun est totalement libre de s'organiser comme il l'entend et le souhaite. Dernière question sur l'Assemblée, Aurore Berger. On a appris hier que certains députés dormaient dans leur bureau, ce qui est interdit au sein du Palais Bourbon. Est-ce que cela vous concerne, et sinon, qu'en pensez-vous? Alors non, je ne suis pas encore fait du camping à l'Assemblée, mais ça veut juste dire tout simplement qu'il y a une assiduité qui est beaucoup plus grande que ce qui pouvait exister préalablement, où il y a des gens qui en effet se retrouvent à être présents dans les séances de nuit, arrivant très tôt le matin, et donc ça peut expliquer aussi ces situations-là. Moi, je le vois plutôt comme une bonne chose, pas évidemment qu'il y ait du camping, mais juste que l'assiduité est augmentée, et ça change aussi par rapport aux assemblées un peu vides auxquelles on était habitué dans les années précédentes. L'avenir de La République En Marche, votre nouveau parti, donc, quand les dirigeants seront-ils élus?
Alors vous avez en ce moment une révision des statuts qui est en cours avec un vote sur Internet qui a été réouvert d'ailleurs pour une durée de 15 jours. Donc on ne peut pas élire des dirigeants avant d'avoir évidemment des nouveaux statuts qui permettent à la fois de savoir comment notre direction sera organisée. C'est la première fois que par exemple nous dans ce qu'on appelle le Parlement du parti, dans notre Conseil national, qu'il y aura 25% de ses membres qui seront des adhérents. En général, vous savez, c'est plutôt des élus locaux, des cadres du parti. Nous, ce seront directement, un quart des membres sera directement des adhérents. Donc dans les prochaines semaines, vous aurez évidemment la nouvelle direction de La République En Marche qui sera élue. Et vous, Aurore Bergé, est-ce que vous aspirez à diriger ou à faire partie de l'équipe dirigeante de La République En Marche ? Moi, je pense qu'il ne faut pas que les parlementaires occupent tous les postes. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité, par exemple, que nos comités locaux ne soient pas organisés justement par les parlementaires. Sinon, on va ressembler aux partis qui existaient préalablement ou qui existent aujourd'hui, où il y a souvent des sortes de petites baronnies locales qui s'organisent. L'idée, c'est pas de recréer des baronnies locales ou de recréer des partis comme il pouvait en exister et qui n'ont pas forcément fait leurs preuves. Donc c'est non, vous concernant, vous ne serez pas candidate à l'un des postes de direction ? Il y a un bureau exécutif, il y a un parlement du parti. On verra à ce moment-là à la fois les sensibilités qui doivent être représentées, la question de la parité, etc. Ça ne se pose pas aujourd'hui, mais sur l'équipe dirigeante à proprement parler, non. Aurore Bergé, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, invitée d'Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée.